Johnny Hallyday n'a jamais supporté qu'on l'enferme dans un duel. Pas parce qu'il fuyait la comparaison, mais parce qu'il savait ce que coûte l'idée même d'être remplaçable. Pendant des décennies, on l'a appelé l'idole, le taulier, l'homme qu'on ne déplace pas. Et pourtant, à chaque nouvelle voix puissante qui surgissait, la même mécanique revenait. Les classements, les qui est le plus grand, les titres qui opposent, les plateaux qui insinuent. Florent Pagny, lui, arrive avec une autre grammaire, une voix pleine, frontale, un tempérament qui ne demande pas la permission. Et très vite, la presse adore ce scénario. Deux hommes, deux timbres, deux manières d'occuper la scène, et forcément une rivalité. Sauf que la vérité, quand on s'approche, n'a rien d'un clash public. Elle se joue ailleurs, dans les coulisses, dans les invitations qu'on accepte ou qu'on refuse, dans la façon de se tester sans le dire. Pagny l'a raconté plus tard avec une franchise désarmante. Quand on chantait avec Johnny, il était là pour te tester, pour voir jusqu'où tu pouvais aller, et il en laissait beaucoup sur le chemin. Puis il ajoute quelque chose d'essentiel. Johnny était très content parce qu'enfin, il en avait un qui avait un peu de répondant. Et à chaque fois qu'il avait besoin, il m'appelait. Dans cette phrase, il y a tout. L'admiration, l'exigence. Et ce jeu de force où l'on se jauge entre égaux. Alors, rivalité ? Oui, mais silencieuse. Pas une guerre, plutôt une tension de sommet. Celle qui naît quand deux artistes comprennent qu'ils jouent dans la même cour, même s'ils ne jouent pas le même jeu. On se souvient de ce moment presque banal et pourtant révélateur. Le 14 juin 2003, au Stade de France, Florent Pagny doit rejoindre Johnny sur scène. Les caméras le suivent et il se perd dans les couloirs, à quelques secondes de l'entrée. Un détail, presque rien, mais dans ce presque, il y a le vertige. Entrer dans l'arène de Johnny, ce n'est jamais neutre. Et puis vient l'autre vérité, celle qui rebat toutes les cartes. Johnny s'éteint le 5 décembre 2017 à 74 ans. À cet âge-là, quand le temps se resserre, certaines choses cessent d'être des légendes médiatiques. Elles deviennent des questions intimes. Ce qu'on a toléré, ce qu'on a tué, ce qu'on a pris pour de la fierté et qui ressemblait parfois à une blessure. Alors, qu'est-ce que Johnny a vraiment vu en Florent Pagny ? Un rival ou un miroir ? Qu'est-ce qui, dans cette rivalité sans déclaration, a construit leur respect et leur silence ? Et surtout, à quel moment précisément tout a commencé ? La première fois qu'ils se sont regardés comme deux hommes qui ne se laisseraient pas dépasser. Ce qui frappe quand on remonte le fil, c'est que leur première rencontre n'a rien d'un coup de foudre public. Elle ressemble plutôt à un passage de relais qu'on n'ose pas nommer, une manière de se reconnaître sans se l'avouer. Au début des années 1990, Florent Pagny n'est pas un novice. Il a déjà la notoriété, déjà la polémique, déjà cette réputation d'homme entier, parfois abrupte. Mais il entre encore dans un monde où Johnny Hallyday est la référence implicite. Pas seulement une star, un étalon. Le genre d'artiste que les producteurs, les journalistes, les directeurs de plateau citent comme une évidence, même quand ils parlent d'un autre. Et puis, en 1994, les deux univers se touchent pour de vrai. Pagny sort Restez vrai, le 22 mars 1994, un album important dans sa trajectoire. Dans le tracklisting, un détail fait l'effet d'un signal. Johnny Hallyday est présent sur un duo intitulé « Jamais ». Ce n'est pas un featuring de plus. Pour Pagny, c'est une sorte de tampon officieux. La voix française la plus installée accepte d'entrer dans son disque, donc de partager un espace qui, d'habitude, ne se partage pas. Les images d'archives, elles, racontent une autre vérité. La rencontre n'est pas seulement musicale, elle est humaine, presque cérémonielle. Dans une interview de 1994 où ils apparaissent côte à côte, l'échange est étonnamment simple, presque pudique. « Merci de m'avoir invité dans ton disque. On va arrêter de se remercier. » Ce n'est pas un clash, ce n'est pas une posture. C'est deux hommes qui se testent par la politesse comme on teste la solidité d'une porte avant de la pousser. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière cette cordialité ? Il y a la différence de génération, évidemment. Il y a aussi deux manières d'occuper la chanson française. Johnny, immense machine de scène, héritier du rock et de la performance. Pagny, plus mobile, capable de passer d'un registre à l'autre, de s'autoriser des virages, des ruptures de ton. Ce contraste, la télévision l'adore, parce qu'il crée une tension même quand personne ne la verbalise. Et la télévision, justement, accélère tout. Le 23 décembre 1994, il se retrouve dans l'univers de Taratata pour chanter Quelque chose de Tennessee,
titre emblématique du répertoire de Johnny. Ce choix n'est pas anodin. Pani ne vient pas imposer son propre tube. Il entre dans la maison de l'autre. Il accepte de marcher sur un terrain sacré, celui d'une chanson qui, pour le public, appartient déjà à Johnny. À cet instant précis, la dynamique se fixe. Quand Pani chante à côté de lui, il ne s'agit plus seulement de faire un duo. Il s'agit de tenir la note, de tenir la ligne, de tenir le regard, de prouver en direct qu'on ne sera pas écrasé par le mythe. Et Johnny, de son côté, n'offre pas un confort, il offre une épreuve. Pas une humiliation, une épreuve, l'ancienne école, celle où le respect ne se proclame pas, il se gagne. C'est là que naît cette rivalité muette. Pas un conflit, plutôt une mise en tension, comme deux athlètes qui savent qu'ils n'ont pas besoin de se détester pour se challenger. Le public, lui, interprète. Les médias, eux, fabriquent un récit. L'idole face à l'homme qui ose. Sauf que, sur le moment, on ne voit rien d'explosif. On voit même l'inverse, une forme de calme, une courtoisie dense, une vigilance. Ce silence-là, c'est déjà une conversation. La suite confirme que la rencontre n'était pas un épisode isolé, mais le début d'un axe. En 1998, Florent Pagny rejoint Johnny au Stade de France pour un duo sur Le Pénitencier. Là encore, Pagny revient dans le répertoire de Johnny, sur une scène gigantesque. Et à chaque étape, la même question flotte au-dessus d'eux. Est-ce que Pagny est invité ou est-ce qu'il est adoubé? Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il est dangereusement comparable? Des années plus tard, le 14 juin 2003, une archive devenue célèbre résume la pression. Pagny doit monter chanter avec Johnny, filmé quelques secondes avant l'entrée. Et il se perd dans les coursives. Ce détail dit tout. On peut être Florent Pagny et pourtant sentir, au moment d'entrer dans l'arène de Johnny, que la marge d'erreur n'existe pas. Parce que leur rencontre, au fond, n'est pas un simple bonjour entre artistes. C'est l'instant où Pagny comprend qu'avec Johnny, on ne partage pas seulement une chanson, on partage un territoire. Et que ce territoire, même quand il est offert, se mérite. Il y a un moment, à la fin des années 1990, où la France ne choisit plus entre deux voies. Elle les met côte à côte, presque malgré elle. Parce que tout s'accélère, les ventes, les concerts, la télévision, les symboles. Pour Johnny Hallyday, cette période ressemble à une reconquête permanente. Il vient de prouver qu'il peut encore déplacer des foules à l'échelle d'un pays. Avec ses concerts au Stade de France en septembre 1998, une démonstration de puissance scénique autant qu'un message. Je suis toujours là. On parle de rock, de show, d'endurance. Johnny n'est pas seulement un chanteur, il est un événement. Et juste après, il frappe autrement. Pas uniquement par la scène, mais par le disque. En septembre 1999 sort 100%, conçu avec David Hallyday. Le succès est immédiat. Selon les récits de sortie et de réception, l'album atteint des niveaux de vente exceptionnels en quelques mois. Le Snap, lui, le certifie diamant dès le 19 décembre 1999, 3 mois après la sortie. C'est un marqueur industriel. Johnny ne vit pas sur son passé, il domine encore la machine. Pendant que Johnny consolide son empire, Florent Pagny, lui, installe le sien, plus moderne, plus mobile, parfois plus dérangeant. Il a déjà basculé dans une autre dimension avec l'album Savoir aimer, sorti en 1997. Le Snap certifie l'album Diamant au 3 mars 1998, obtenu en 4 mois. Et là, quelque chose change. Pagny n'est plus un chanteur à voix parmi d'autres. Il devient une figure centrale, un homme capable d'imposer un style, une intensité, une exigence vocale qui ne demande pas l'autorisation des anciens. Mais alors, où naît la rivalité si tout semble leur réussir? Elle naît précisément dans cette coïncidence de puissance. Johnny incarne une tradition, l'idole, le rock, le stade, la durée. Pagny incarne une autre idée du triomphe, la voix comme arme, le répertoire comme terrain d'expérimentation, l'époque comme moteur. Et les médias, eux, font ce qu'ils savent faire. Ils comparent, ils opposent, ils fabriquent des lignes de front. Pourtant, la rivalité n'est pas un scandale, c'est une pression, une tension de prestige. Parce que dans la France de ces années-là, être numéro 1 ne veut pas dire la même chose pour eux. Pour Johnny, c'est tenir le sommet malgré les générations qui poussent. C'est prouver que la modernité peut porter son nom sans l'effacer. 100%, c'est aussi cela. Un Johnny qui se relie à son fils, donc au présent,
sans perdre sa signature. Pour Pani, c'est autre chose. C'est prouver qu'une voix peut être populaire sans être docile, que l'on peut être immense tout en restant imprévisible. Et au milieu, il y a le public. Le public qui adore les histoires de titans parce qu'elles donnent une forme simple à une époque complexe. Mais eux ne donnent pas de matière facile, pas d'insultes, pas de règlements de compte, pas de déclarations explosives, juste des apparitions, des duos, des signes. Le signe le plus clair finalement, c'est la scène. Parce que la scène est le seul endroit où l'on ne triche pas. En 1998, Pani rejoint Johnny au Stade de France pour Le Pénitencier. La vidéo circule, s'archive, se commente, deux voix fortes, deux présences, deux manières de porter la chanson. Et dans ce genre de moment, la rivalité silencieuse se joue sans mots, dans la manière d'attaquer une phrase, de tenir une note, de regarder l'autre sans baisser les yeux. Mais alors, pourquoi silencieuse? Parce que la compétition n'est pas personnelle, elle est symbolique. Johnny défend une place historique, Pani défend une place contemporaine. Johnny a le stade, Pani a la précision vocale et l'adhésion massive d'un public qui veut encore croire aux chansons qui font mal, aux refrains qui serrent la gorge. Et quand deux légitimités se croisent, il n'y a pas forcément de conflit, il y a une ligne de tension, une sorte d'électricité. C'est là que la période devient fascinante. Ils triomphent en même temps, mais pas avec les mêmes armes. Et chacun, au fond, rappelle à l'autre une vérité qu'on n'aime pas dire. On peut être immense et sentir qu'un autre immense se tient à portée de voix. Le respect ne protège pas de la friction, il la rend simplement moins bruyante. Et c'est exactement ce qui s'installe petit à petit entre Johnny Hallyday et Florent Pagny. Une rivalité qui ne s'avoue jamais, mais qui se ressent. Au départ, tout semble clair. Ils se croisent, ils partagent la scène, ils se donnent mutuellement une forme de légitimité artistique. Mais alors, plus le temps avance, plus l'équation devient délicate. Parce qu'en France, quand deux voix dominent l'espace, on ne leur demande pas seulement de chanter, on leur demande de se situer. Et cette injonction-là, même quand elle vient de l'extérieur, finit par entrer à l'intérieur. Pour Pani, la fissure ne prend pas la forme d'une dispute. Elle ressemble plutôt à une épreuve. Des années plus tard, il mettra des mots très simples sur ce qu'il ressentait au contact de Johnny. Quand tu allais en duo avec lui, il était là pour te tester. Ce mot « tester » est essentiel. Parce qu'il dit qu'à côté de Johnny, on ne vient pas partager, on vient tenir, on vient prouver. Et dans une relation entre artistes, cette exigence peut être magnifique, comme elle peut être épuisante. Pourtant, Pani n'en parle pas comme d'une cruauté. Il parle d'un rapport de force quasi sportif. Il ajoute même que Johnny était très content d'avoir enfin quelqu'un qui avait un peu de répondant, et que lorsque Johnny avait besoin, il l'appelait. Donc ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas le mépris, c'est autre chose, la conscience aiguë d'être face à quelqu'un qui ne cède rien ni à l'autre, ni à lui-même. Et c'est là que la rivalité silencieuse commence à se transformer. Au début, elle est stimulante, elle pousse, elle électrise, elle oblige à se dépasser, puis elle devient une question de territoire. Qui chante quoi? Chez qui? Dans quel contexte? Et surtout, dans quel récit médiatique? Mais alors, il y a un problème. Ce récit, eux, ne le contrôlent pas. À mesure que Pani consolide sa place, il devient une figure à part entière, avec ses propres choix, ses propres combats, ses propres angles morts. Il n'est plus le jeune invité. Il devient quelqu'un qu'on met en comparaison directe avec Johnny. Et dans ce genre de comparaison, les journalistes cherchent des signes, même quand ils n'existent pas. Un silence devient une stratégie, une absence devient une brouille, un duo manqué devient une humiliation. Et la relation, à force d'être interprétée, se rigidifie. Ce soir-là, le 14 juin 2003, on voit quelque chose qui ressemble à une faille intime, et pas seulement un incident. Pani doit monter chanter. La caméra le suit dans les couloirs, et il se perd, littéralement, à quelques secondes de l'entrée. La scène est restée célèbre au point d'ouvrir un documentaire récent consacré à Pani, tant elle résume la pression du moment. Ce n'est pas un caprice de star, ce n'est pas une faiblesse. C'est le corps qui dit « Attention, ici tu entres dans le territoire de Johnny ». Et quand on se perd dans un couloir, ce n'est pas seulement un problème d'orientation. C'est parfois le signe qu'on cherche, inconsciemment, une sortie. Pour Johnny, ces fissures se manifestent autrement, par une vigilance permanente sur sa place. Johnny a toujours vécu avec cette idée qu'on pouvait le remplacer, même si, objectivement, personne ne le remplaçait. Et quand Pani s'impose, non pas comme un héritier docile, mais comme une puissance autonome, la situation devient sensible. Pas dans les mots, dans les non-dits. Mais alors,
Pourquoi ne pas clarifier? Pourquoi ne pas désamorcer? Parce que leur génération n'a pas cette culture-là. Ils n'ont pas été élevés à parler de leurs sentiments dans une émission. Ils ont été élevés à régler ces choses par le travail, par la performance, par la dignité. Et dans ce code, reconnaître une rivalité, c'est déjà concéder qu'elle vous atteint. Alors on se tait, on garde la façade, on laisse les autres raconter. Pourtant, la fissure la plus dure n'est peut-être pas entre eux. Elle est entre eux et l'époque. Au début des années 2000, la télévision change, la narration change, le public aussi. On veut des histoires simples, 2 hommes, un sommet, un duel. Et leur relation, elle, reste complexe, fluide, contradictoire. Elle résiste à la caricature et cette résistance est fatigante. C'est ici que la rivalité devient vraiment silencieuse. Non parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, mais parce qu'ils savent qu'un mot de trop serait immédiatement transformé en titre, en polémique, en preuve. Alors ils avancent autrement, chacun de son côté, avec au fond une question qui les suit. Est-ce que l'autre me respecte ou est-ce qu'il m'évalue? Il vient un moment où les rivalités, même silencieuses, cessent d'être des histoires de prestige. Elles deviennent des histoires de survie. Parce que le corps impose sa loi, parce que la machine s'enraye, et parce que soudain, la question n'est plus qui tient la note, mais qui tient debout. Pour Johnny Hallyday, la première grande crise moderne, celle qui fracture l'image d'invincibilité, arrive à la fin de 2009. Officiellement, on parle d'opération, de complications, d'un enchaînement médical qui échappe au public. Dans les faits, la France regarde son taulier disparaître derrière des communiqués. Il est hospitalisé à Los Angeles, au Cedars-Sinai, et placé dans un coma artificiel, alors que les médias s'emballent, que les proches déchirent en déclarations contradictoires, que la panique se glisse dans les journaux télévisés. Mais alors, que devient la rivalité quand l'icône vacille? Dans cette séquence, l'industrie du spectacle révèle son envers, la fragilité. Johnny revient, il parle, il se relève, mais quelque chose s'est fissuré dans le mythe. Ce n'est plus seulement la force, c'est la résistance. Et cette résistance, paradoxalement, le remet au centre. Le public s'attache encore plus. Les plateaux télé commentent. Le pays s'inquiète comme on s'inquiète d'un proche. La crise devient nationale. Florent Pagny, lui, traverse une autre tempête, moins spectaculaire, mais plus corrosive, celle de la justice et de l'image. Dans les années 2000, son nom se retrouve associé à des affaires fiscales liées notamment à des déclarations et paiements concernant la TVA et des revenus des années 1996 à 1997, avec une condamnation en première instance en 2004. Puis, en appel, en janvier 2005, la peine évolue vers une sanction plus clémente, notamment une amende, dans un dossier qui laisse des traces publiques. Pour Pagny, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une affaire de regard, celui des journalistes, celui du public, celui des anciens qui observent. Et c'est là que la rivalité silencieuse prend une teinte plus froide, parce qu'à l'instant où l'un est fragilisé par la maladie, l'autre est fragilisé par la réputation. Pas au même endroit, pas avec la même douleur, mais avec la même conséquence. On se retrouve nus face à l'époque. Pourtant, leur rapport de force, lui, ne se transforme pas en règlement de compte. Il se transforme en distance. Une distance presque logique, comme si chacun comprenait que l'autre est déjà occupé à survivre à sa propre histoire. Et puis vient la crise finale, celle qui ne laisse plus de place aux sous-entendus. En mars 2017, Johnny annonce officiellement souffrir d'un cancer du poumon. La médiatisation est immédiate et le récit se précise au fil des mois. Une bataille contre la maladie, une dernière tournée, puis le retour en France et l'affrontement avec le temps. Et le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint à 74 ans, des suites de ce cancer. Ce soir-là, tout se renverse. Parce qu'une rivalité, même silencieuse, suppose une scène future. Elle suppose un prochain rendez-vous, un autre duo possible, une autre preuve, un autre défi. La mort coupe net cette possibilité. Et ce qui reste, ce ne sont pas des victoires. Ce sont des phrases qu'on n'a pas dites. Après l'annonce, la France bascule dans une émotion collective rare. Les hommages s'enchaînent, la télévision déroule les archives, les radios réinstallent Johnny dans la chronologie intime des gens. On ne parle plus de technique vocale. On parle d'un pays qui perd une figure. Dans ce contexte, Pagny ne peut plus être le rival. Il devient un témoin, un père, un homme qui sait ce que tenir veut dire quand le temps se referme. Mais alors,
la rupture, la vraie, n'est pas entre eux, elle est dans la parole. Car toute leur relation a été bâtie sur une grammaire de non-dits, sur des épreuves plutôt que des confidences, sur des invitations plutôt que des aveux. Et quand l'un disparaît, l'autre se retrouve face à une question brutale. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, de ce qu'on a tué? C'est souvent là que naissent les révélations tardives, non pas par opportunisme, mais parce que le silence devient trop lourd, parce qu'on comprend que le récit va se fabriquer sans vous, à votre place, et parce qu'à un certain âge, on n'a plus envie de laisser les autres décider de ce que vous avez vécu. C'est cette crise-là, la maladie, la mort, l'impossibilité de rejouer le match qui ouvre la porte à ce que notre titre promet, Johnny qui parle enfin. Même si sa voix, au sens strict, s'est tue en 2017, son histoire, elle, continue d'être racontée, disputée, interprétée. Et dans cette interprétation, la rivalité silencieuse avec Pani peut être déformée, simplifiée, instrumentalisée. La crise, au fond, c'est cela, quand la vie vous retire le droit de corriger et que ne reste qu'une urgence. Dire ce qui était vrai, dire ce qui était faux, dire ce qui jusque-là n'avait pas de place. Après la tempête, il ne reste pas des vainqueurs, il reste des hommes. Et chez Johnny Hallyday comme chez Florent Pagny, l'après n'a jamais été un simple retour à la normale. C'est plutôt une manière de marcher avec ce qui a failli vous faire tomber. Pour Johnny, l'après 2009 ressemble à une reconquête du contrôle. Quand un artiste traverse une crise médicale publique, il apprend une chose brutale. Le pays entier peut commenter son corps comme un fait divers. Alors Johnny reprend la main à sa manière, par le travail, par la scène, par cette discipline de survie qu'il a toujours confondue avec la liberté. Il ne s'explique pas, il avance. Et dans cette avance, il y a une fatigue qu'on devine, mais qu'il n'exhibe pas. La légende, chez lui, ne se nourrit pas de confession, elle se nourrit d'endurance. Puis, en 2017, l'histoire bascule définitivement. Ce n'est plus l'orage, c'est la nuit qui s'installe. Johnny meurt le 5 décembre 2017 et la France se met à parler de lui au présent, comme si la disparition ne pouvait pas s'imprimer. Le 9 décembre 2017, lors de l'hommage populaire, le discours présidentiel le dit d'une phrase simple. Il fallait que vous soyez là pour Johnny, parce que Johnny, depuis le début, était là pour vous. À cet instant, tout ce qui ressemblait à un classement, à une comparaison, à une rivalité, devient secondaire. Le pays ne regarde plus une compétition, il regarde un vide. Pour Florent Pagny, l'après Johnny commence justement là, dans ce moment où l'on cesse d'être un possible rival pour devenir un père parmi d'autres, un témoin de l'intérieur, quelqu'un qui sait ce que cela coûte d'être un monument vivant. Et c'est dans les mois et les années qui suivent qu'il prononce, presque comme une réparation, des phrases qui réorientent le récit. Il refuse la caricature du duel, et il remet le respect au centre. En novembre 2023, par exemple, il revient sur leur duo avec une émotion très nette. « J'ai vécu mes plus grands moments de scène grâce à lui », dit-il, comme pour replacer Johnny non pas en adversaire, mais en maître d'arène, en déclencheur de dépassement. Il répète aussi cette idée troublante. Johnny était là pour te tester. Et dans le mot « tester », on entend tout ce que Pagny a vécu. L'admiration, la pression, la fierté de tenir et la lucidité d'avoir été évalué comme on évalue un égal. Mais alors, l'après n'est pas qu'un travail de mémoire. Chez Pagny, l'après devient aussi une guerre personnelle. Le 26 janvier 2022, il annonce être atteint d'un cancer du poumon, non opérable, et il annule ses engagements pour suivre un protocole lourd. Et il s'excuse, presque honteux d'être malade, en rappelant une évidence que Johnny aurait comprise sans discours. Le plus important, c'est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire. À partir de là, la rivalité silencieuse change de nature. Elle ne concerne plus la place sur l'affiche, elle concerne la place dans le temps. Parce que, quand on affronte la maladie, on se met à relire sa vie. On réécoute les silences, on revoit les scènes, on repense aux hommes qu'on a croisés sans jamais leur dire l'essentiel. Et Pagny, dans ces années-là, se met à raconter autrement. Il ne dramatise pas, il documente. En mars 2024, un film diffusé sur France 3, Florent raconte Pagny, s'appuie sur des heures d'enregistrement audio initiées par Pagny lui-même. Le documentaire insiste sur la voix comme arme fatale et choisit de ne pas réduire l'homme à la maladie évoquée brièvement, mais de montrer une trajectoire, des choix, des failles,
un rapport au public. C'est une manière de reprendre la main sur son récit, de dire « je ne suis pas un titre, je suis une histoire ». Et pendant que son corps se bat, Pani continue de préparer l'après artistique. En 2025, la communication autour d'un nouvel album Grandeur Nature et d'un retour scénique s'installe dans les médias, porté par l'idée d'un retour après le combat. Là aussi, le parallèle avec Johnny est frappant. Revenir n'est pas seulement remonter sur scène. Revenir, c'est refuser que la peur décide à votre place. Alors, après la tempête, que reste-t-il de leur rivalité silencieuse? Une chose très nette, elle se dissout dans quelque chose de plus grave. Le temps. Parce que quand Johnny n'est plus là, la rivalité cesse d'être un duel. Elle devient un souvenir à démêler. Et quand Pani se retrouve à son tour face à la fragilité, il comprend peut-être mieux que quiconque ce que Johnny protégeait derrière l'exigence. La terreur d'être diminué, la peur d'être plein, la honte de ne plus tenir. Il y a des hommes qui n'avouent jamais qu'ils ont eu peur. Pas par orgueil, par discipline. Parce qu'ils ont bâti toute leur vie sur une seule idée. Si je montre la faille, on s'y engouffre. Johnny Hallyday a vécu comme ça. En public, il donnait l'impression de n'avoir besoin de personne. En privé, il avait besoin d'une chose très précise. Sentir qu'en face, quelqu'un pouvait le pousser, le contredire, résister, ne pas se coucher. Et c'est là, exactement là, que Florent Pagny devient plus qu'un collègue, plus qu'un invité, plus qu'un autre chanteur à voix. Il devient une présence qui oblige Johnny à se mesurer autrement. La révélation, ce n'est pas une phrase spectaculaire lâchée devant des caméras. La révélation, c'est le sens qu'on comprend trop tard. Parce que Johnny n'a jamais dit « je suis en rivalité avec lui ». Il ne l'aurait pas dit. Ce mot-là, rivalité, c'est un mot de journaliste. Chez lui, ça se traduisait autrement, par des gestes, par des appels, par une manière d'ouvrir l'arène et de la refermer aussitôt. Quand Pagny raconte, des années plus tard, que Johnny testait ceux qui chantaient avec lui, il ne décrit pas un caprice, il décrit un système, un rituel, un réflexe de survie. Tester, ça veut dire « tu tiens, tu es vrai, tu as du souffle quand la peur arrive », et laisser beaucoup sur le chemin, ça veut dire « je ne protège personne, parce que la scène, elle, ne protège personne ». Dans ce récit, Johnny apparaît moins comme un rival que comme un juge qui ne juge pas pour humilier, mais pour vérifier qu'il n'est pas seul au sommet. Mais alors, qu'est-ce qui, dans cette rivalité silencieuse, n'a jamais été dit clairement? Ceci, Johnny ne craignait pas que Pagny lui prenne sa place. Il craignait, plus profondément, que la place devienne vide. La peur de Johnny n'a jamais été d'être dépassé, comme on le raconte. Sa peur, c'était l'usure, le moment où l'on se répète, le moment où, malgré les applaudissements, on ne ressent plus rien. Et dans ce contexte, rencontrer une voix qui répond, c'est une chance autant qu'un danger. Une chance parce que ça réveille. Un danger parce que ça rappelle que la force est fragile. C'est là que Johnny parle enfin, même sans prononcer le mot. Il parle par les faits, quand il appelle Pagny, quand il le fait revenir, quand il le place dans ses titres, dans ses stades, dans ses moments importants. Ce choix dit quelque chose de plus intime que les rumeurs. Johnny n'invite pas pour faire plaisir. Il invite quand il a besoin d'un face-à-face, d'un miroir, d'une tension. Et si l'on écoute bien Pagny, il lâche une clé qui ressemble à une confession indirecte de Johnny. Johnny était très content d'avoir enfin quelqu'un qui avait un peu de répondant. Cette phrase en réalité renverse tout, parce qu'elle révèle que la rivalité n'était pas un conflit, c'était un carburant. Johnny avait besoin d'un artiste qui ne tremble pas trop, qui n'entre pas sur scène comme un disciple, qui n'implore pas, qui se tient droit. Et Pagny, avec sa voix, son caractère, sa manière d'être parfois rugueux, cochait cette case. Mais alors, pourquoi ce silence pendant toutes ces années? Parce que reconnaître l'autre, c'est reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Et Johnny a toujours protégé cette zone. Il a protégé le fait qu'il pouvait douter, que les nuits pouvaient être longues, que le mythe ne suffisait pas à calmer l'homme. La rivalité silencieuse, c'était une manière élégante de ne pas dépendre, de ne pas dire « j'ai besoin que tu sois là pour que je me sente vivant ». Et c'est ici que la révélation devient plus grave, plus lente. À 74 ans, au moment où l'on comprend que le temps n'est plus extensible, les rivalités changent de statut. Elles cessent d'être un sport, elles deviennent des regrets potentiels. Qu'ai-je mal compris? Qui ai-je sous-estimé? À qui n'ai-je jamais dit merci vraiment, sans le masque? Ce que le silence de Johnny révèle au fond, c'est une pudeur extrême. Il a préféré l'épreuve au compliment, le duel discret à la déclaration.
Il a préféré appeler Pagny sur scène plutôt que de dire en interview « ce type-là est solide ». Et Pagny, après coup, met des mots sur ce que Johnny n'a pas formulé. Oui, il y avait une tension. Oui, il y avait un test. Mais oui aussi, il y avait une forme de reconnaissance rare. La révélation donc n'est pas « ils se détestaient ». La révélation, c'est presque l'inverse. Ils se respectaient au point de ne pas se permettre la facilité. Pas de grandes accolades médiatiques, pas de phrases sucrées, seulement ce langage brut, venir, chanter, tenir, et repartir sans commentaire, comme si l'émotion devait rester dans la gorge. Et quand on regarde leur histoire avec cette clé, tout devient plus net. La rivalité silencieuse n'était pas une guerre, c'était un pacte non écrit, un pacte d'exigence. Johnny disait, sans le dire, « Si tu es là, c'est que tu peux ». Et Pagny répondait, sans le dire, « Je peux, et je ne trahirai pas la reine ». Il existe des rivalités qui finissent en archives de scandale, et puis il existe celles qui finissent autrement, en silence propre, en mémoire nette, en respect qui ne cherche pas à se faire aimer. Entre Johnny Hallyday et Florent Pagny, tout a été raconté trop vite, trop simplement. On a voulu un duel, on a voulu un vainqueur, on a voulu des phrases définitives. Mais leur histoire à eux n'a jamais été une histoire de slogan. Elle a été une histoire de présence. Johnny a longtemps porté l'idée qu'un sommet se défend, comme on défend une maison. On ferme la porte, on surveille les angles, on se montre solide, même quand on vacille. Pagny, lui, est arrivé avec l'autre logique, celle de l'homme qui ne demande pas à entrer. Il entre parce qu'il a de quoi tenir la pièce, sa voix, son caractère, son refus de jouer au petit. Et c'est peut-être là le nœud. Johnny n'a pas été menacé par Pagny comme on menace un champion. Johnny a été réveillé. Et être réveillé, à un certain âge, c'est douloureux. Parce que ça rappelle qu'on n'est pas immortel. Il y a dans le récit de Pagny une vérité qui dépasse la chanson. Johnny testé. Comme si, à chaque duo, il posait la même question muette. Tu tiens vraiment ? Le public entendait un moment de télévision. Eux entendaient un examen. Un acte de confiance paradoxal. Si je te teste, c'est que je te considère. Alors oui, il y a eu une rivalité. Mais elle n'a jamais eu besoin d'insultes, parce qu'elle était plus noble que ça. Elle était faite de nuances, l'ego, le respect, l'envie de ne pas être seul à porter la légende, et cette peur très humaine de voir un autre briller, non pas à sa place, mais à côté, au même niveau. Après la mort de Johnny, la France a figé son image dans le marbre des hommages. Le cercueil, les foules, les chansons, les journaux télévisés qui parlent comme si le pays avait perdu un frère. Dans ce marbre-là, la rivalité s'éteint naturellement, parce que le temps n'oppose plus, le temps classe, il transforme l'énergie en mémoire. Et pourtant, les silences restent. C'est le paradoxe. On peut célébrer quelqu'un et malgré cela, ne pas savoir ce qu'il a ressenti vraiment. On peut connaître les dates, les stades, les disques, les certificats, les images. Mais l'intime, lui, ne se livre jamais totalement. Johnny n'a pas laissé un chapitre Pagny écrit noir sur blanc. Il a laissé des indices, des invitations, des duos, des gestes. Et parfois, cette absence volontaire de phrases, comme s'il avait décidé que le vrai respect n'avait pas à être prononcé. Pagny, aujourd'hui, parle avec une forme de gravité nouvelle. Parce que lui aussi sait ce que tenir veut dire. La maladie lui a rappelé une évidence. Il ne reste pas tant d'occasions de corriger une histoire. Alors, il corrige doucement. Il retire le poison du mot rivalité pour y remettre quelque chose de plus juste, l'exigence. Il dit que ses plus grands moments de scène, il les doit à Johnny. Et dans cette reconnaissance, il n'y a pas de soumission. Il y a une lucidité d'adulte. On peut être grand et pourtant savoir d'où viennent les chocs qui vous ont construit. La question au fond n'est pas qui était le plus fort. La question c'est qu'est-ce que cette rivalité silencieuse a produit. Elle a produit des moments rares, où deux voix se sont approchées sans se neutraliser. Elle a produit une tension qui a empêché la facilité. Elle a produit un espace où chacun, à sa manière, a dû se dépasser et donc rester vivant artistiquement. Et peut-être que c'est ça la dernière leçon. La rivalité n'est pas toujours une haine. Elle peut être une forme de respect si exigeante qu'elle refuse le confort. Elle peut être une conversation entre deux hommes qui n'ont pas été élevés à dire « je t'admire ». Alors ils se disent « viens chanter ». On aimerait finir avec une phrase spectaculaire, une révélation finale, un aveu public. Mais leur histoire ne s'y prête pas. Elle se prête à une image immobile, oui, une image sans jugement. On imagine deux voix qui ne se croisent plus,
mais qui continue de résonner dans la même mémoire collective. On imagine, surtout, ce qui n'a pas été dit et qui, paradoxalement, dit tout. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.